Le Zoom de ce Smart Impact, on parle du réchauffement de l'océan. Bonjour Olivier Boucher, bienvenue. Bonjour. Vous êtes climatologue, directeur adjoint de l'Institut Pierre-Simon Laplace et directeur de recherche au CNRS. Je propose qu'on fasse peut-être ensemble le constat pour démarrer du réchauffement de l'océan. On parle de quoi? Est-ce que c'est une accélération à laquelle on est en train d'assister? Donc on a bien sûr un climat qui se réchauffe et donc des océans qui se réchauffent de manière assez continue. Bien sûr, il y a des années avec un petit peu plus de réchauffement, des années avec un peu moins de réchauffement, mais ce réchauffement, il est continu. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'accélération. Par contre, voilà, il est lancé, il ne va pas s'arrêter tout de suite, ça va continuer et donc c'est effectivement un souci. Oui, parce que quand les phénomènes climatiques profonds, évidemment, ils sont anticipables longtemps à l'avance et ils ont des effets de très long terme. C'est pour ça que les équations de transformation environnementale sont si compliquées. Il y a un effet de ce réchauffement. Je vois bien qu'on détaille un peu les effets du réchauffement océanique. On l'a vu avec la tempête Daniel récemment. Qu'est-ce qui s'est passé en Méditerranée? À quel point une eau plus chaude peut alimenter des phénomènes de tempête? Oui. Alors, en plus du réchauffement, on a aussi des vagues de chaleur marine, donc des réchauffements assez extrêmes par endroit, par saison. Et donc, on en a connu plusieurs cet été, dans l'Atlantique Nord, mais aussi dans la Méditerranée. Et bien sûr, ça alimente des tempêtes, et en particulier pour ce qui est de la Méditerranée et de la tempête Daniel que vous citez, un phénomène qu'on appelle des médicanes, des sortes d'ouragans de la Méditerranée. Mediterranean Hurricane. Voilà. Et donc celui-là était particulièrement puissant, et surtout, il y a un phénomène de persistance. Donc il reste au même endroit pendant longtemps, et donc vous avez des cumuls de précipitations qui peuvent devenir très extrêmes. C'est-à-dire qu'il vient se recharger en quelque sorte en mer, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Donc la tempête, là, elle était en deux phases. Elle est d'abord allée en Grèce, et puis après, où elle a déjà fait pas mal de dégâts, et puis après, effectivement, elle s'est rechargée à nouveau en humidité, et puis il y a eu des cumuls de précipitations très importants aussi en Libye. Parce que l'eau plus chaude de la mer Méditerranée fait que la tempête se nourrit plus facilement, c'est voilà, ça? L'eau plus chaude va évaporer plus facilement. Donc vous allez avoir plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Et cette vapeur d'eau va venir nourrir la tempête, puisque quand la vapeur d'eau se condense et devient nuage, puis devient pluie, elle dégage de l'énergie, elle dégage de la chaleur qui permet d'alimenter justement la convection et donc la tempête. Alors voilà pour le constat. Parmi les causes, il y a cette surprise, mauvaise surprise. On pourrait trouver dans les nouvelles règles du transport maritime qui abaissent depuis 2020 les teneurs en fuel, en soufre du fuel utilisé par les bateaux. C'est la revue Science cet été qui a émis cette hypothèse. Déjà, là, on va essayer de se faire comprendre, enfin surtout vous d'ailleurs, des béotiens que nous sommes. De quel phénomène on parle là? Oui. On ne va pas faire le lien trop rapide entre oui, je dis hypothèse, le réchauffement des océans et puis ce phénomène, mais qui est bien réel, puisqu'il y a effectivement une nouvelle réglementation qui impose de diminuer le contenu en soufre des fuels. Il faut savoir que les navires fonctionnent avec du fuel lourd, du mazout, comme on l'appelle parfois, et il est très chargé en soufre, et quand on brûle ce combustible, il génère beaucoup de particules. Des petites particules, submiques très petites. Et donc ces particules... ça, c'est une pollution avérée dont on cherche à se débarrasser. C'est une pollution de l'air, c'est pas bon, on le respire, ça cause des maladies, en particulier quand les bateaux sont dans les ports, mais aussi quand ils sont dans les zones côtières, puisqu'ensuite vous avez du vent et vous allez aussi respirer ces particules. Donc c'est une bonne idée, effectivement, de réduire le contenu en soufre de ces fuels de manière à améliorer la qualité de l'air. Donc c'est une législation qui date des années 2020, début des années 2020. Mais ce qu'on se rend compte aussi, c'est que ces particules, elles servent de noyaux de condensation pour former les nuages. Les nuages, ce sont des gouttelettes d'eau liquide qui viennent se former sur ces petites particules. Et donc, quand ces particules étaient émises en mer, c'est-à-dire si on prend le trajet d'un supertanker, par exemple, il va favoriser, avec du fuel soufré, il va favoriser la création de nuages. C'est ce que je comprends de votre explication. Voilà, tant qu'on avait du fuel soufré, on générait beaucoup de particules et on allait former des nuages qui contenaient plus de gouttelettes et donc qui étaient plus réfléchissants. D'accord, ok. Et donc maintenant qu'on a réduit ces concentrations en particules, on va avoir des nuages qui vont revenir comme ils étaient avant, c'est-à-dire avec moins de particules et un petit peu moins réfléchissants. Donc ça veut dire qu'ils réfléchissent moins du rayonnement solaire vers l'espace et donc un
petit réchauffement supplémentaire pour l'océan. Alors, on dit hypothèse émise par la revue Science. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu là, parce que c'est récent cette législation, vous l'avez dit, 2020, on s'est posé la question cet été, notamment dans certaines zones particulières, d'un lien entre l'absence ou la réduction du soufre dans le fioul et le réchauffement de l'océan à cet endroit-là. Est-ce que ça peut être aussi précis que ça? Alors, oui, c'est assez précis parce que on a des mesures satellitaires et puis tous ces bateaux, vous parliez de supertankers, ils voyagent un petit peu toujours dans les mêmes couloirs. Il y a des autoroutes maritimes. Donc on sait où ils sont et donc on peut regarder ces couloirs avec l'imagerie satellitaire. On peut comparer à la période avant les années 2020, quand on avait l'ancien fuel, si vous voulez. On peut aussi comparer les couloirs et puis juste à côté des couloirs et on voit bien que les propriétés des nuages sont différentes. Et que les nuages maintenant sont un petit peu moins réfléchissants. Donc il y a une étude qui a été publiée cet été et c'est très robuste, je pense. C'est pas une hypothèse, c'est un fait. Par contre, ce qui est beaucoup plus incertain, c'est l'ampleur de ce phénomène. C'est-à-dire le niveau de réchauffement, voilà, par exemple, si on veut ensuite traduire ça en niveau de réchauffement, bon, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a des incertitudes et donc on peut faire un petit calcul, mais on voit que ça contribue bien sûr au réchauffement, mais c'est pas non plus un terme majeur. Ouais. Quand une étude comme celle-là paraît, il y a vous les scientifiques qui nous alertez depuis parfois, pour vous je ne sais pas, mais pour la communauté on va dire des décennies sur les risques du réchauffement climatique, souvent en prêchant dans le désert. Vous êtes montré du doigt, vous êtes critiqué sur les réseaux sociaux, il y a des campagnes qui sont très très dures parfois pour les scientifiques. Quand une information comme ça paraît, comment elle est perçue? Comment elle peut être utilisée justement par ceux qui veulent dénigrer la réalité du réchauffement climatique? Vous voyez ce que je veux dire? Ah bah oui, on interdit le soufre dans le fuel maritime. Regardez l'effet inverse. Oui, là on a effectivement une situation un petit peu particulière puisque on n'a pas de synergie entre ces deux effets. C'était vraiment soit on a une meilleure qualité de l'air, soit on a un climat qui se réchauffe. Qu'est-ce qu'on choisit? Voilà, qu'est-ce qu'on choisit? Malheureusement, la vie n'est pas toujours simple. Là, je pense que il faut quand même améliorer la qualité de l'air, c'est important. Et après, on a aussi d'autres leviers pour jouer sur le réchauffement climatique. Il faut bien sûr réduire les émissions. Ces bateaux, ils contribuent aussi au réchauffement climatique parce qu'ils émettent du dioxyde de carbone, du CO2. Donc il faut aussi réduire ces émissions de CO2. Cette mesure de réduction finalement de la part de soufre dans le fuel maritime, elle avait été bien appliquée par le secteur, partout sur la planète. Comment ça a été accueilli? Parce qu'avec une étude comme celle-là, j'imagine que certains gros opérateurs vont dire qu'est-ce qu'on fait? On arrête? On continue? Bon, je pense maintenant que c'est lancé, ça ne va pas s'arrêter, mais effectivement, l'Organisation maritime internationale, c'est un organisme international qui n'est pas vraiment régulé par les gouvernements. Donc, ils ont pris cette décision, je pense, parce que déjà, c'était réalisable. On sait désulfuriser le fuel. Et puis, ils voulaient donc effectivement faire quelque chose pour la qualité de l'air, et c'est bien, mais l'impact sur le réchauffement n'a peut-être pas été réfléchi jusqu'au bout. Et donc maintenant, c'est pour ça que c'est important de travailler sur le CO2. Est-ce que vous préconisez de remettre un peu plus de soufre dans le fuel maritime? Je n'irai pas jusque-là. Après, peut-être ce qu'on aurait pu faire, c'est réfléchir à avoir peut-être différents types de fuel suivant là où est le bateau. Parce que quand il est au milieu du Pacifique, c'est vrai que la qualité de l'air n'est pas un sujet vraiment, parce que ces particules ne restent pas très longtemps dans l'atmosphère, elles retombent beaucoup plus rapidement. Par contre, quand le bateau n'est pas très loin des côtes ou dans les ports, là, effectivement, il faut absolument désulfuriser. Ce soufre, certains chercheurs disent qu'on pourrait l'injecter dans la stratosphère pour créer un effet miroir. Vous en pensez quoi de cette idée? Donc ça, c'est vraiment le plan B, voire le plan C. C'est-à-dire que ce n'est pas désirable, ça a tout un tas d'effets secondaires, mais on pense que, dernier recours... C'est-à-dire que si les solutions qui ont été mises en place ne sont pas suffisantes et qu'on a un niveau de... Pardon de vous interrompre, un niveau de réchauffement trop important, on pourrait en arriver là. Si en 2050 ou en 2070, on se retrouve avec 3 degrés de réchauffement, alors ça c'est plutôt pour la fin du siècle, je pense qu'effectivement on réfléchira peut-être à 2 fois, on se posera la question de savoir est-ce qu'on peut refroidir le climat de manière artificielle. Et une des techniques qui est proposée, c'est effectivement d'injecter ces particules non pas à la surface de la planète, là où on peut les respirer, mais beaucoup plus haut dans l'atmosphère. Quand on dit stratosphère, on est à 15 km à peu près dans les tropiques, un peu moins dans les moyennes et hautes latitudes, mais on injecterait les particules à ces altitudes-là. Qu'est-ce qui se passerait? Comment ça marche?
Eh bien, ces particules, elles interagissent avec le rayonnement solaire parce qu'elles sont de taille très petite. C'est une taille qui est très proche de la longueur d'onde du rayonnement solaire, de l'ordre de 500 micromètres. Et ces particules, elles sont plus petites, plutôt de 0,5 micromètres. 550 nanomètres. Et donc, elles interagissent de manière assez efficace avec le rayonnement solaire et elles le diffusent un petit peu dans toutes les directions, mais en particulier vers l'espace. Donc, ça veut dire que vous avez plus de rayonnement solaire qui repart vers l'espace. Il y en a, en temps normal, en moyenne, il y en a à peu près 30%. Ben là, on ferait en sorte qu'il y en ait peut-être 31%. Et donc, moins de rayonnement solaire qui vient être absorbé par la planète. Et donc, quelque part, on vient contrecarrer l'effet de serre. Mais c'est loin d'être une solution parfaite. Il y a toutes sortes d'inconvénients. Oui, il y a des risques associés. Il y a un côté apprenti sorcier quand on lit ça. Mais vous dites quoi? Vous dites il ne faut pas se priver de rechercher, d'avancer dans cette direction-là, au cas où, c'est ça? Voilà, il ne s'agit pas de déployer ça ni aujourd'hui, ni demain, ni même dans 10 ans. Je pense que la priorité, c'est vraiment réduire les émissions de dioxyde de carbone et des autres gaz à effet de serre, mais il ne faut pas s'interdire de faire la recherche, parce que le temps de la recherche se fait sur le temps long, donc on a besoin d'accroître le niveau de connaissance sur ces techniques-là aussi, même si elles sont très imparfaites. Il y a d'autres, on parle de technosolutionnistes, il y a d'autres techniques similaires sur lesquelles, selon vous, il faut travailler, même si ce n'est pas la priorité? Oui, il y a quelques techniques, mais on a vite fait le tour. Donc il y a celle-ci et une autre technique qui consisterait à rendre justement ces nuages maritimes plus brillants, mais cette fois-ci en injectant des particules qui ne sont pas des particules de soufre dues au bateau, mais qui seraient plutôt des particules de sel marin. Alors ça paraît pas impossible, mais c'est plus compliqué sans doute. Et puis après, il y a une autre classe de techniques sur laquelle il faut aussi faire la recherche, qui est la captation du CO2 atmosphérique, c'est-à-dire comment aller rechercher le CO2 dans l'atmosphère. Alors bien sûr, c'est plus facile de pas les mettre, il faut commencer par là, mais quand il y en a trop, et puis dans certains cas c'est quand même difficile de ne pas émettre du CO2, l'idée c'est d'aller essayer d'en rechercher. C'est extrêmement coûteux et c'est pas facile. Merci beaucoup Olivier Boucher, c'était passionnant. À bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, c'est Smart Ideas.